Bonjour à tous, on va commencer notre conférence. Alors, Ophélie m'a indiqué qu'elle aurait quelques minutes de retard, donc on va commencer et on l'attendra après, ensuite. Donc, cette conférence, elle se penche sur les enjeux qui ont attrait à l'articulation entre l'intelligence artificielle et l'énergie. Alors que la révolution de l'IA va modifier grandement nos modes de vie, nos industries, nos économies, elle suscite également des interrogations croissantes en matière de consommation énergétique, de durabilité, de sécurité des infrastructures. Ces technologies avancées, tout en nous apportant de nombreuses promesses, bien évidemment, encouragent un besoin urgent, engendrent un besoin urgent d'adapter nos réseaux, bien évidemment, de repenser notre rapport aux ressources et d'évaluer évidemment leur impact géopolitique. Alors pour discuter de ces enjeux, on a bien entendu Ophélie qui va arriver, et puis on a Pierre Janiewski, qui vous êtes spécialiste des politiques énergétiques, des enjeux liés à la régulation et au développement des infrastructures énergétiques. Vous êtes diplômé de l'ENS Cachan. Vous avez été également conseiller énergie auprès du ministre de l'Industrie Romain Lescure en 2002. Effectivement, votre mandat a été marqué par la crise énergétique de 2022 et la relance des filières industrielles liées à la production et à la consommation d'énergie. Ophélie, elle est chercheuse, donc elle nous apportera un point de vue davantage de chercheuse. Elle est doctorante entre le CNRS et Paris Assas, et elle réalise une thèse en géopolitique intitulée Point de connexion, ligne de fracture, la numérisation comme vecteur de mutation des pouvoirs et des risques systémiques en Afrique australe. Alors peut-être pour commencer, on va peut-être revenir sur peut-être un mot d'introduction sur cette articulation entre intelligence artificielle et énergie. Merci Camille, bonsoir à tous. Oui, je voulais pour commencer, peut-être avant de rentrer dans le dialogue avec Camille, Ophélie, et ensuite répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir évidemment. Peut-être juste, ça me semble important de, à mon sens, expliciter pourquoi avoir une conférence, et puis avec Camille on en parlait, initier un cycle de conférences sur l'IA, mais avoir aujourd'hui une conférence qui regarde les enjeux croisés entre l'énergie, le développement de l'intelligence artificielle, et dans ce cadre de l'IRIS, c'était particulièrement pertinent. Je pense que ce sera l'objet des questions de le détailler, mais en quelques mots. L'intelligence artificielle, au fond, pose les mêmes problématiques qu'on connaît depuis des années sur les enjeux de souveraineté, les enjeux de protection, de régulation et de possession des data centers, mais pose ces enjeux avec une intensité qu'on ne connaissait pas avant. C'est pas nouveau l'intelligence artificielle, ce qui est nouveau c'est sa démocratisation et puis les développements technologiques et la recherche qui ouvrent des perspectives nouvelles plus poussées sur ces usages auprès du grand public comme auprès des spécialistes. Et du coup, ce qu'on connaissait comme enjeu sur il faut avoir des data centers en Europe, pas seulement les avoir sur le territoire extra-européen pour pouvoir imposer notre régulation. Il faut les avoir en France parce que c'est aussi garanti davantage de souveraineté nationale. Et puis, on a davantage la main sur les questions énergétiques, les questions de protection des données, etc. Et bien, tout ça se pose d'autant plus ici. Et tout de suite, ça rejoint de fait les questions géopolitiques. Parce que, ne serait-ce que pour la confrontation de l'usage et de la possession de la donnée, mais plus largement aussi, parce que, on va le voir, l'intelligence artificielle, ça consomme de l'énergie, et que ce qui était... ça fait des années maintenant que la question du système électrique, le système énergétique, mais du système électrique en France est un problème, est un enjeu avec des enjeux de planification, de réalisation opérationnelle pour la France comme en Europe, plus largement dans le monde. Et c'est un élément qui n'était pas, si vous regardez les rapports d'il y a 5-10 ans, qui n'était pas du tout dans les radars et qui de fait s'impose. Voilà, c'est un peu ce qu'on va balayer aujourd'hui. S'impose à court terme, s'impose, il faudra qu'on parle des horizons temporels, mais sur des questions de la décennie au-delà. Et voilà, c'est un peu ça qu'on va pouvoir balayer. Et donc, je voulais remercier aussi l'IRIS pour cette invitation et ravi d'être avec vous ce soir, cette fin d'après-midi chaude. Merci beaucoup. Bienvenue, Ophélie.
Aucun souci. Donc effectivement, Pierre, comme tu l'as rappelé, l'énergie est un enjeu crucial dans le développement de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on s'aperçoit qu'en 2022, les data centers consommaient à peu près 460 TWh d'électricité, hein, selon l'IAE. L'AIE, pardon. Et depuis la fin, et d'ici la fin de la décennie, cette consommation devrait augmenter, hein, et atteindre à peu près les 1000 TWh, soit l'équivalent de la demande annuelle du Japon. Je pense que c'est intéressant en fait de faire un point pour nous rappeler rapidement pourquoi l'intelligence artificielle est une technologie aussi énergivore. Et effectivement, il existe des technologies qui permettraient de la rendre plus frugale et pourquoi pas plus verte. Ouais, merci Camille pour la question. Déjà, c'est important de rappeler un fait, c'est que y a peu de données sur les consommations énergétiques de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un peu sans doute le cas dans toute technologie qui se développe comme ça dans un cadre plutôt privé que public. Et c'est le cas de l'intelligence artificielle grand public, portée par les GAFA en particulier. Ce que le monde de la recherche semble dire, c'est que une requête peut avoir un impact différencié selon la nature de la requête et à quel point on est tous ici utilisateurs sans doute de l'IA démocratisée. Donc on sait que selon le niveau de prescription, on a un niveau de recherche et de réponse différentes. Une requête juste qui ressemble à une recherche Internet, c'est de l'ordre de 10 à 30 fois une consommation énergétique plus grande qu'une requête standard sur les moteurs de recherche tels qu'on avait l'habitude d'utiliser depuis des années. Ça, c'est pour l'utilisation. L'intelligence artificielle, en fait, a un cycle de consommation énergétique qui est bien plus important. Ça va évidemment de tout ce qui est les matériaux, la fabrication d'hardware, mais bon, ça, on a tous des ordinateurs, des téléphones. Finalement, ça ne vient pas tellement changer le paradigme. C'est plus le sujet de l'entraînement des algorithmes qui nécessite de tourner des mois, des années sur de la donnée, avant même que ce soit ensuite distribué aux utilisateurs. Quand c'est pour du ChatGPT, ce coût énergétique, alors pour ceux qui sont familiers avec ces concepts d'ordre de grandeur, on dit que le modèle 4 de ChatGPT, c'était 90 gigawattheures d'entraînement. Mais en fait, quand on le regarde sur l'utilisation de milliards de requêtes partout dans le monde, c'est pas ça qui fait la masse. En revanche, quand on parle de systèmes d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus spécialisés pour des usages plus performants, plus ciblés sur un public très réduit, cette partie-là d'entraînement du modèle peut avoir un impact qui est sur la durée de vie, si je puis dire, de l'usage de l'algorithme important. Et puis, bien sûr, il y a ensuite toute la phase d'utilisation de l'algorithme par le grand public. Et là, c'est des consommations. Individuellement, c'est pas grand-chose, mais en fait, quand on les additionne, ça peut faire les perspectives qu'on trouve dans le rapport de l'AIE, qui se positionne à l'horizon de la fin de la décennie. Mais, et ça, il faudra qu'on y revienne, hein. Si on parle d'énergie, on parle au-delà de la décennie, parce que notre capacité d'inflexion de la planification énergétique, c'est pas de l'ordre de 2-3 ans. Ce qui va se passer en matière énergétique, à part ce qui sont les mauvaises nouvelles sur des shutdowns, des actifs de production qui marchent moins bien, mais en termes de capacité de nouvelle production, tout est déjà lancé pour les 5 prochaines années. Tout est dans le pipe, des tuyaux de raccordement, chez les gestionnaires de réseau, en matière de régulation. Et quand on veut infléchir une politique de production d'énergie, d'électricité, on regarde les horizons 2035-2050. Et je n'ai pas d'action particulière chez eux, mais Deloitte a rendu public une étude en début d'année sur, selon eux, les perspectives de consommation d'électricité liées à l'intelligence artificielle à l'horizon 2050. Et c'est un bon ordre de grandeur, enfin une bonne échéance quand on se pose des questions sur les sujets énergétiques en 2025. Ils estiment que les consommations d'électricité liées à l'intelligence artificielle pourraient varier de 1700 TWh dans les scénarios où en fait on utilise peu l'intelligence artificielle au regard de ses promesses, à quelque chose comme 3600 TWh. Aujourd'hui, on est à 400. Et je ne veux pas vous noyer de chiffres, mais ayons en tête que la consommation d'électricité en Europe, c'est 2700 TWh. Donc ça veut dire qu'on parle d'une augmentation de 400 à, je ne sais pas si scénario moyen, 3000 TWh, donc une augmentation de 2600 TWh, qui est au niveau mondial, mais de l'ordre de la consommation d'électricité en Europe aujourd'hui.
Donc, de fait, c'est un sujet parce que l'Europe prendra sa part dans le développement de l'intelligence artificielle, dans les consommations d'électricité par des data centers. Et c'est là que ça rejoint la question géopolitique. Mais même si c'est 10% du développement de l'IA, ou si c'est 30%, en fait, c'est 10% ou 30% de sa consommation actuelle en électricité. Sachant qu'il y a tous les autres challenges, électrification des usages, du transport, de la décarbonation de l'industrie, etc., sur lesquels on pourra revenir. Voilà, donc ça, c'est quelques faits sur les ordres de grandeur. Après, comment rendre l'IA plus frugale, puisque c'est la question. Les projections de l'AIE, quand vous allez les voir, de toute façon, intègrent le fait que dans les perspectives, on a une meilleure efficacité énergétique dans les processus informatiques. Ça, c'était déjà intégré. Donc après, il y a des incertitudes sur à quel point les puces qui sont fabriquées, qui sont spécifiques à l'IA, seront plus ou moins performantes. Mais ça, c'est un axe technologique pour réduire les consommations des usages de l'intelligence artificielle. Il y a un autre axe qui est que quand vous avez une requête spécifique, si vous utilisez l'algorithme spécifique, vous consommez moins d'énergie que si vous utilisez un algorithme qui peut tout faire. En gros, un algorithme qui peut répondre à des questions, créer du texte et faire une image, il consommera plus pour répondre à une question qu'un algorithme qui ne fait que pour répondre à une question. Donc ça, c'est un axe, on va dire, grand public sur lequel, sans doute, à un moment donné, il faudra qu'il y ait de la pédagogie et puis que les usages s'adaptent. Et au-delà de ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de possibilités à ce stade. Performance technologique, les meilleurs usages, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça que la question énergétique, elle se pose vraiment sur la question de l'IA. Tu l'as bien dit, il y a une probable augmentation rapide des besoins énergétiques liés à l'IA et qui va demander notamment en Europe des capacités de production plus importantes, une augmentation de la résilience aussi des infrastructures électriques. Afin effectivement d'éviter les surcharges dues à la consommation massive. Et donc l'idée, c'est effectivement de savoir si cette demande énergétique, et là je m'adresse à vous deux, imposée par cette révolution, est-ce qu'elle ne risque pas en fait de mettre en péril quelque part les objectifs de l'accord sur le climat, et est-ce que l'Union européenne en fait peut garantir un modèle énergétique qui soit durable, donc, quelque part? Disons que là, on a quand même beaucoup d'écart entre la somme des investissements qui sont faits aujourd'hui et les données qu'on a réellement pour considérer justement l'impact au final sur la consommation réelle. En fait, on a des données, mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données de consommation des entreprises. Il faudrait que pour cela, on ait vraiment la consommation en temps réel de chaque centre de données, de chaque entreprise, des rapports qui nous permettent de travailler là-dessus, et du coup, sur lesquels les données faites par les chercheurs ne soient pas si facilement critiquables, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'il y a un chiffre, une donnée qui est faite, un calcul qui est fait, il est quasiment systématiquement remis en cause parce qu'il manque toujours un petit élément dans la balance. Et ça, c'est dû aussi au manque de données. Et d'une certaine manière, ce manque de transparence est assez volontaire parce qu'entre-temps, il y a énormément d'investissements. On était dans une course perpétuelle à l'investissement, dans la peur de rater le train de l'IA, dans la peur de rater le coche. Donc effectivement, ça pose des questions au final sur les engagements qui ont été pris en Europe et ailleurs sur les accords de Paris. Alors dans les accords de Paris, les US se retirent et le retrait sera effectif en janvier 2026. La Chine, depuis le départ, joue le jeu, mais bon, au final, comme ils sont au début de la chaîne, de toute façon, l'impact, il est aussi beaucoup sur ce qu'il y a après. Enfin, les responsabilités, si vous voulez, sont toujours sur les consommateurs de bout de chaîne aussi. Donc voilà, c'est très compliqué. Au final, cette question-là, je dirais qu'en Europe, on a quand même un défi de taille, qui est que quand on regarde le corridor des clusters de centres de données, donc ce qu'on appelle le FLAP-D, donc pour Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin, on se retrouve en fait avec des clusters de données européens qui font face en fait déjà à des problématiques justement d'énergie en fait énergétique, qui fait que Londres comme Dublin par exemple ont pris des mesures pour stopper en fait les futurs travaux immobiliers qui pourraient y avoir, des futures constructions immobilières, investissements immobiliers qui peut y avoir dans les zones où justement le réseau électrique et la charge en fait imposée par les centres de données ne permet plus en fait d'avoir des résidences et de nouvelles entreprises dans ces zones-là, en dehors des centres de données. Donc on voit quand même qu'il y a un impact qui fait que du coup il y a une réflexion aujourd'hui sur des investissements sur d'autres villes. C'est le cas par exemple pour Bruxelles,
pour la Belgique, pour des zones en fait, pour des zones de clusters éventuels en Belgique, qui feraient monter en fait, d'après les prévisions, de 10%, enfin pas de 10%, on passerait de 3% à 10% la consommation allouée au centre de données, d'après les données actuelles qu'ils ont, la consommation totale d'électricité du pays. Pourquoi la Belgique? Parce que ils sont géographiquement dans une position centrale de ce corridor FLAP-D, donc ça paraît intéressant pour les entreprises et les investisseurs, et n'oublions jamais qu'on parle de nœuds et de réseaux. Donc c'est très intéressant pour les centres de données d'avoir en fait des relais aussi sur le terrain et de pouvoir ensuite redistribuer, notamment quand on est dans des modèles d'hyperscaler où le cloud, en fait, le fonctionnement du cloud fait qu'on va valoriser la centralisation sur des points nodaux majeurs, donc des gros centres de données, et puis ensuite on va répartir aux consommateurs sur le territoire. Et c'est toute la stratégie qui est là, on l'a en Europe, mais on peut déployer, si on regarde sur toute la chaîne en fait, de l'IA, que ce soit sur, alors je peux plutôt parler de la chaîne de données, que ce soit les câbles de données, les centres de données et la partie logicielle, on a une stratégie extrêmement cohérente, mais qui ne prend pas en compte aujourd'hui du coup les prédictions, les éventuelles études réelles sur données réelles de la consommation énergétique. On est dans le flou en fait, vraiment sur cette question-là. Et donc, voilà, c'est une problématique qu'il va falloir réellement adresser sur justement l'accessibilité à des données de la part de ces entreprises, des fournisseurs d'électricité, avec tout un ensemble d'enjeux derrière pour nous. Sur la question de dans quelle mesure le développement de l'intelligence artificielle pour nous en France et en Europe pourrait venir contrecarrer certains engagements environnementaux. Question que j'élargirais aussi parce que c'est lié, au-delà de nos engagements environnementaux, aussi nos engagements en matière d'industrie. Les deux sont liés parce qu'il y a toujours plusieurs objectifs. Il y a évidemment réduire nos émissions de CO2. Et en France, puisqu'on a un mix électrique déjà décarboné, ça passe surtout par l'électrification des usages. Aujourd'hui, on utilise en France 60% d'énergie carbonée, 40% d'électricité. Et donc l'idée, c'est de passer ces 40% à plus 90, 100% à l'horizon 2050. Pour ça, c'est des véhicules électriques à la place des véhicules thermiques, ce qu'on appelle la décarbonation de l'industrie. Donc faire évoluer l'industrie, rajouter des technologies aux industries existantes. Et puis c'est dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie en tant qu'entreprise ou en tant que particulier, faire aussi évoluer tout un tas de consommation. Mais l'électrification des usages, véhicules et industrie, ça reste quand même deux facteurs majeurs. Et puis on a aussi des engagements ou des volontés politiques de souveraineté au niveau européen sur nos dépendances technologiques, nos dépendances concernant les matières, industrielles du coup. Développer l'industrie, ça a aussi un coût énergétique. Et donc, RTE avait fait des scénarios assez poussés qui s'appellent Futur énergétique 2050, qui ont été publiés, je crois, en 2021-2022, où ils regardent aujourd'hui combien on consomme en électricité en France. Donc, c'est de l'ordre de 400 TWh, 450, 460. On regarde combien on produit aussi, on en produit plus parce qu'on est exportateur net en Europe en tant que Français. Et puis on regarde combien il va falloir en plus pour électrifier le véhicule par exemple. Donc à l'horizon 2050, il faut 80 TWh pour arriver à électrifier 95% de la flotte légère. Et la moitié des bus. Après, il n'y a pas que l'électricité pour les mobilités lourdes, il y a aussi les gaz renouvelables, l'hydrogène, mais il faut quand même un paquet d'électricité. Pareil, si on veut décarboner l'industrie existante, il faut 30, 40, 50 TWh en plus de ce qui est aujourd'hui. Si bien que quand on regarde les perspectives de consommation d'électricité en France à l'horizon 2050, il faut faire plus 35% de production d'électricité. C'est considérable parce qu'aujourd'hui, on a un parc de production d'électricité qui est installé sur la base nucléaire. Et construire des centrales, si on sait le faire, ça met du temps. Même si on arrive à les faire un moment, c'est pas tout le temps gagné. Dans tous les cas, ça prend énormément d'années. Et donc, ça coûte cher, ça prend du temps. C'est pas quelque chose sur lequel on est flexible. Donc, il y a aussi des démarches de planification sur les énergies renouvelables. Mais pareil, tout ça prend du temps. Et c'est pas que du temps réglementaire. Il y a aussi trouver les bons endroits, faire accepter les éoliennes au public, construire en mer des éoliennes, ça prend du temps. Déployer du photovoltaïque,
ça se fait vite, mais avoir des masses importantes, ça prend du temps aussi. Donc tout prend du temps. Et donc quand on regarde le système, les besoins dans un scénario où on s'industrialise pas beaucoup plus, mais on se décarbone pas mal, déjà c'est pas évident. Ça se fait, ça se planifie, ça coûte de l'argent, mais c'est pas évident. Quand on regarde, si on veut en plus atteindre des objectifs de souveraineté industrielle, il faut pousser le curseur sur l'électrification de l'industrie. Pour passer d'aujourd'hui une industrie qui représente un peu moins de 10% du PIB en France, peut-être 9,5%, à une industrie qu'on considérait plus massive en France, qui représenterait 12-13% du PIB, il faut 100 TWh d'électricité en plus. Donc quand on compile comme ça, quand on additionne tous les besoins, ben, on se dit c'est jouable. Potentiellement, ça fait des efforts importants. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des ordres de grandeur en tête, hein, au-delà de se noyer dans les chiffres. Quand on se dit, l'Europe pourrait prendre sur les 2000, 2600 TWh de consommation en plus à l'horizon 2050, quelque chose comme 20%, 30%, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et du coup, ça fait qu'à un moment, si on regarde juste le sujet de l'électricité, il y a un arbitrage qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ne se posent pas forcément, hein, parce que tout ça est assez récent. Le sujet émerge aussi, il y a eu le sommet de Choose France, avec des investissements, le sommet IA, voilà. Donc c'est assez récent, mais de fait, il y a un arbitrage qui se devra se poser en termes de planification. Et si on considère qu'il nous faut en France et en Europe beaucoup de data centers, de fait, ce sera un sacrifice sur l'industrie en particulier. Est-ce qu'on peut dire ? Non, sur cette question-là, ça va. Non. Alors, on l'a bien compris, la révolution de l'intelligence artificielle va demander beaucoup de production énergétique et va effectivement avoir un impact énorme, en tout cas sur la production. Et la consommation de fait. Mais de l'autre côté, on a un discours un peu inverse aussi qui vise à dire qu'effectivement, on a besoin de l'intelligence artificielle pour piloter notamment le système énergétique, les industries dans ce domaine, notamment avec l'électrification des modes de production, l'augmentation du nombre de moyens de production. Hein. Les moyens de production, c'est avant, il y avait une centrale nucléaire. Globalement, maintenant, il y a énormément de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Le raccordement se font de plus en plus directement aux distributeurs, donc Enedis, par exemple, et de moins en moins aux gestionnaires de réseau RTE. Et donc tout ceci alimente un discours un peu où on aurait besoin de l'intelligence artificielle comme pilote, copilote en tout cas, de ces systèmes de production. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin, Ophélie, ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on pourrait dire de l'IA washing ? Alors, je vais faire un tout petit pas de côté par rapport à ça, parce que c'est moins une question d'IA que de gestion par le logiciel, en fait, de tout ça. Ce qui se passe, c'est que avec justement la multiplication des modes de production énergétique, on a une fragmentation du secteur qui rend extrêmement complexe ensuite le pilotage, la mesure, la répartition en fait des capacités énergétiques. Donc il y a des solutions qui ont déjà été trouvées à ça, des solutions technologiques qui ont été déjà trouvées à ça, qui sont les centrales virtuelles. Voilà, les virtual power station, je crois, enfin, ou power. Les VPP, donc le dernier P, je crois que c'est plateforme, enfin bon, bref. Et donc, ces centrales virtuelles, c'est quand même un sujet très intéressant parce que là, on a une infrastructure logicielle qui vient en intermédiaire, du coup, vraiment, entre la gestion, disons, traditionnelle de l'infrastructure énergétique. Elle va en fait câbler l'ensemble des fournisseurs, voilà, agréger les données, permettre un pilotage en fait via un dashboard soit un pilotage automatique de la répartition énergétique pour réagir tout de suite en fait. Donc ça c'est la machine et on peut parler du coup d'IA, en tout cas d'IA automatique, statistique, pas dans le sens d'IA générative comme on l'emploie aujourd'hui beaucoup à la mode, etc. Donc plus à l'ancienne, j'ai envie de dire, hein, si on regarde dans l'évolution des dernières technologies d'intelligence artificielle. Mais c'est déjà existant depuis un certain nombre d'années, hein, ces centrales virtuelles, qui permettent le pilotage justement de cette complexité énergétique issue de la fragmentation du secteur. Donc, d'un certain côté, on peut dire que ces solutions technologiques à la répartition énergétique offrent, oui, certes, une certaine souplesse et je dirais une sécurité d'approvisionnement.
dans le sens où, effectivement, si par exemple vous avez un problème d'électricité sur le réseau, le système va automatiquement, ou avec l'aide d'un agent bien sûr, répartir correctement les flux d'électricité. On va pouvoir, et heureusement aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher en fait les données de consommation. Parce qu'à partir du moment où on a ça veut dire qu'on a toutes les données de consommation en fait, en temps réel. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que ça puisse aussi servir à la recherche, que ce soit pas seulement limité au secteur privé et à l'énergie, mais que ça serve aux États en fait pour planifier derrière leurs choix énergétiques, leurs choix de stratégie industrielle, numérique, tout ce que vous voulez, voilà. Aussi sur les voitures électriques, pourquoi pas, ou les futurs choix qui pourraient être faits avec un impact énergétique. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être positives vis-à-vis de ces centrales virtuelles. Ensuite, il y a un côté qui pose question et qui aujourd'hui n'est pas adressé parce que ce sujet-là des centrales virtuelles, pas très connu en fait en réalité. Et l'un des sujets qu'on peut poser, par exemple, c'est qu'à partir du moment où vous pouvez répartir en fait de manière intelligente comme ça l'électricité, ça veut dire que vous pouvez aussi potentiellement répartir les usages en cas de problème. Ce qui pose derrière des questions en cas de conflit d'usage. Il devient de plus en plus facile de piloter du coup la ressource énergétique. Voilà. Donc je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis que ça pose question, comme tout système d'infrastructure intermédiaire, comme tout système qui, à un moment donné, vient par-dessus une infrastructure physique. Je veux dire, les câbles aussi, les câbles sous-marins aussi ont une surcouche d'infrastructure logicielle, les backbones, les fibres optiques dorsales de fibres optiques ont aussi une couche logicielle. Tout ça, ça se maîtrise et ça se gère à distance. Donc il faut quand même intégrer ces questions-là. Donc au-delà de l'IA washing, du coup j'ai vraiment fait un pas de côté, mais je pense que c'était parce que voilà, on peut parler d'IA washing, mais sur d'autres sujets que celui-là. Mais il y a des questions à mon sens qui sont intéressantes. Et j'ajoute juste une chose par rapport aux centrales virtuelles, c'est que étrangement, enfin plutôt de manière tout à fait logique, depuis un certain nombre d'années, les grands acteurs du numérique, ça a commencé aux États-Unis, ont beaucoup investi en fait et ont fait consortium pour pousser les projets de centrales virtuelles aux États-Unis. Alors oui, en termes d'outils, c'est intéressant, mais ça donne quand même un peu la puce à l'oreille aussi, dans le sens où oui, pour eux, c'est aussi intéressant effectivement. Ils savent que l'énergie, ils le savaient déjà depuis un certain temps, mais dans leur évolution, dans leur timeline, dans leur roadmap, ils ont intégré le problème énergétique comme étant un cœur en fait de leur métier. Voilà. Oui, les gestionnaires de réseau n'ont pas attendu l'IA telle qu'on la connaît maintenant pour faire de l'IA. L'IA, ça existe notamment dans la météorologie, qui est une variable au cœur de la des prévisions de consommation et de production d'électricité. Donc de fait, l'IA, il y en a depuis un paquet d'années maintenant dans les modèles de gestion des gestionnaires de réseau électriques. Après, oui, sans doute que l'IA va prendre une place croissante à mesure des possibilités qu'elle offre en matière de gestion. De là, justifier l'IA par ses usages pour l'IA, je pense que c'est un pas que je ne franchirai pas. Après, la question c'était est-ce qu'on peut parler d'IA washing? Bon, je ne me permettrai pas. Je pense qu'il y a d'autres IA washing aussi qu'on a pu évoquer sur notamment les incertitudes sur les consommations de l'IA, le manque de transparence dans les données. Mais oui, pour le besoin électrique, en tout cas, sans doute que ce sera utile dans un système qui est de plus en plus complexe. Après, il ne faut pas oublier non plus que les gestionnaires de réseau, considérés avant l'émergence de l'IA, de ChatGPT et compagnie, les IA génératives, qui ne sont pas forcément le bon exemple ici, que de toute façon, un système 100% renouvelable, bon, c'est pas le cas en Europe, mais c'est quelque chose qui se gère de manière... C'est compliqué, il y a des conditions qui ne sont pas juste logicielles, c'est aussi des conditions techniques sur les moyens de stockage. Mais c'est pas un sujet qui est uniquement centré sur la disponibilité des moyens d'intelligence artificielle dont on ne disposerait pas aujourd'hui. Voilà. Donc oui, ça sera sans doute utile, comme pour plein d'autres systèmes complexes en vrai, que la gestion d'un système énergétique et électrique. Mais je pense que voilà, c'est un peu de l'IA washing quand même. Alors quand on vous entend, on voit effectivement qu'on ajoute à la couche, aux infrastructures énergétiques, on ajoute une couche numérique. Et en fait, quand on mêle ces deux couches, on va vers quoi? On pense forcément nécessairement au risque cyber qui peut découler
voilà, de ce rapprochement entre numérique, intelligence artificielle et de l'autre côté, énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, particulièrement sur est-ce que effectivement cette idée de digitaliser et puis derrière de mettre de l'intelligence artificielle, est-ce que ça va augmenter le nombre, finalement, la surface d'attaque de notre réseau électrique? Je dirais que non, parce que les risques, ils existent déjà. Ils ne sont pas liés à l'intelligence artificielle. Les risques de cyberattaque sur le système électrique, ils sont liés à toute l'électronique qu'il peut y avoir dans les onduleurs qui connectent les panneaux photovoltaïques au système électrique, dans tous les systèmes de pilotage locaux des éoliennes, enfin de tous les moyens de production, sur les centrales nucléaires évidemment, mais centrales nucléaires c'est quand même un niveau de protection qu'on imagine hautement supérieur à ce qu'on peut trouver dans les énergies beaucoup plus, enfin, les productions d'électricité beaucoup plus décentralisées. Et donc le risque, il existe déjà. Il existe déjà aussi au niveau du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau d'électricité. Le fait de rajouter de l'intelligence artificielle dans la gestion du système électrique, pour moi, ça n'a pas d'impact. Le fait de rajouter de l'intelligence artificielle en général, mais si on regarde autre chose que le sujet énergétique, oui, sans doute, comme n'importe quel nouvel usage, nouveau logiciel, intelligence artificielle ou pas. Et pardon, je compléterai aussi en disant que sur ces sujets de protection du réseau en matière électronique, en Europe, on est bien doté en matière de régulation. Il y a des codes de réseau qui sont partagés entre les différents gestionnaires réseau des différents pays et qui font qu'on a un standard européen qui est assez poussé. Et assez poussé, je pense qu'on y reviendra à la fois sur les attendus qu'on a du réseau en matière de continuité d'alimentation, et aussi assez poussé en matière de protection contre tous les risques cyber. Voilà, donc, mais ceci n'a pas attendu l'IA et se prolongera indépendamment de la pénétration de l'intelligence artificielle dans les modes de gestion des systèmes énergétiques. Rien à ajouter, c'est bien complet sur le sujet. Donc quand on redescend maintenant à l'échelle des entreprises, on a effectivement, on voit que de plus en plus les grandes entreprises du numérique, les GAFAM comme on les appelle, signent de plus en plus des contrats d'achat d'électricité verte issus vraiment d'énergie renouvelable en Europe, et elles sont vraiment parmi les plus grands signatures de ces contrats qu'on appelle aussi PPA, donc Power Purchase Agreement. Et alors, la question est de savoir si effectivement, est-ce qu'il y a c'est un effet d'aubaine, ou est-ce qu'il y a véritablement derrière une prise finalement de contrôle graduel du secteur renouvelable par quelque part ces géants de la tech, et finalement quel est le positionnement de l'Europe par rapport à cette stratégie d'entreprise qui n'est pas forcément coordonnée par ailleurs, hein, voilà. Alors avec tous ces sujets-là, il faut toujours tirer le fil. Et alors si on se disait que le PPA correspond, en gros, si on a un investissement de temps sur un PPA, ça correspond à la consommation réelle de l'entreprise qui investit. Bon, on se dirait, ok, ils investissent et ils utilisent derrière. Donc en fait, ils utilisent beaucoup d'énergie renouvelable et tout va bien. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on a une décorrélation totale entre consommation contractuelle, dite contractuelle, et la consommation physique réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand une entreprise, bon déjà généralement les gros investisseurs, comme les GAFAM, après il y en a d'autres, hein, mais effectivement c'est parmi les plus gros investisseurs, hein, quand ils investissent une certaine somme en PPA, en fait ça leur accorde quelque chose, un bonus par rapport au reste. Ça leur apporte en fait un certificat d'origine, garantie d'origine en Europe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils bénéficient un peu d'un carton vert pour dire, ben voilà, nous, on consomme tant, mais en fait, on peut réduire notre impact carbone parce que nous, on a investi tant en PPA. Mais en contrepartie, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent de l'énergie verte. Ça veut dire qu'en fait, ils ont investi dans un projet d'énergie verte quelque part. Ce n'est pas forcément dans leur pays d'ailleurs. Hein. Quelque part, ils ont investi dans un projet d'énergie verte et ça leur garantit en fait derrière un carton vert là-dessus. Donc ça, c'est clairement de l'IA-washing. C'est clairement de l'IA-washing. Mais si on s'arrête que à la notice commerciale, on se dit non, mais c'est bien le PPA.
Donc ça, c'est le premier problème du PPA. Le deuxième problème du PPA, et ça, on rentre plutôt sur la question de l'influence sur le marché, c'est que ça crée une dépendance structurelle, en fait, du secteur de l'énergie vis-à-vis des plus gros investisseurs. Quand vous devenez dépendant en investissement de certains acteurs du marché, et puis là, la dépendance, je veux dire, on n'a pas une courbe qui est extrêmement linéaire, toute douce et tout, mais on a vraiment un très gros écart entre les entreprises qui peuvent investir et ceux qui ne peuvent pas. Et bien, du coup, vous êtes dépendant de ces acteurs et vous allez tout faire pour leur plaire, c'est normal, hein, c'est la logique de cours autour du roi. Donc, en fait, ça crée vraiment un déséquilibre de pouvoir. C'est pas seulement pour dire c'est pas bien, c'est de l'IA-washing, c'est que déjà de base, c'est mal conçu quand même, il faut quand même être honnête, hein, quand même assez mal conçu et c'est un peu, comment dire, c'est un peu limite quand même, c'est pas très honnête. Et ensuite, effectivement, ça crée des vraies distorsions de pouvoir, en fait. C'est une question, ça ne se réduit qu'à la question de l'argent à investir. Voilà. Et on est dans cette logique-là pratiquement sur toute la chaîne. Et bien du coup, le fameux carton vert, c'est-à-dire que du coup, une entreprise peut se dire verte, alors que dans les faits, elle fonctionne quasiment que avec des énergies fossiles, par exemple. Pierre, je pense que tu as peut-être quelque chose à ajouter sur les certificats d'origine. Oui, il y a bien deux sujets. Il y a les garanties d'origine qu'évoquait Ophélie. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les PPA, qui sont un contrat de gré à gré entre un producteur et un consommateur. La garantie d'origine, c'est aussi un PPA. Mais en fait, il y a deux sujets. Il y a la garantie d'origine, avec, dans l'esprit, à la base, c'est juste un mode de régulation qui permet de pousser, un peu dans l'esprit pollueur-payeur, des gens à investir dans des moyens de production renouvelables, avec les biais qu'explique Ophélie. Et après, il y a le PPA. Ça, c'est un avis personnel qui, à mon avis, est plutôt bien, au sens où, en France en particulier, on a une grande difficulté dans le secteur de l'énergie, c'est que l'État fait un peu chambre de compensation fait office de chambre de compensation entre les cours du marché et ce que touchent les producteurs. On garantit des prix, l'État garantit des revenus aux producteurs, d'énergie renouvelable en particulier, mais en fait aussi du nucléaire, et puis maintenant aussi un peu de carboné. Ça, c'est bien pour stimuler l'investissement, parce qu'un investisseur, il a son revenu garanti, il n'y a rien de tel pour investir. En revanche, ça expose le budget de l'État aux fluctuations sur les marchés de l'électricité, enfin de l'énergie, de l'électricité. Ce qui, en temps normal, n'est pas trop un problème, si ce n'est que du coup, ça fait peser sur le budget de l'État. On parle de quelques milliards, 6, 10 milliards, donc au regard du budget de l'État, c'est significatif, mais c'est pas non plus incommensurable. Mais en fait, dans un contexte où on a du mal à boucler un budget à 10 milliards, de fait, ça pèse. Et quand vous y ajoutez une guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, qui fait qu'en réplique, on cherche à se couper du gaz russe, et que donc tout ceci à la fois fait augmenter le prix du gaz et donc le prix de l'électricité, et qu'en parallèle vous avez les centrales nucléaires qui fonctionnent moins pour tout un tas de raisons en 2022, bah là vous avez le budget de l'État qui est très exposé sur un facteur exogène à son fonctionnement. Et ça, c'est lié au mode de régulation. Et le PPA, face à ça, c'est l'anti-régulation, c'est-à-dire, indépendamment de l'État, le producteur se garantit, l'investisseur dans la production se garantit ses revenus en contractualisant de gré à gré avec des consommateurs. Voilà, donc après, il y a un équilibre à trouver entre les PPA pour ceux qui peuvent, le recours au marché de l'électricité avec le budget de l'État qui fait office de tampon. Et ça c'est plutôt des équilibres qui se construisent au fil des années et qui se font indépendamment ou en complément des systèmes de régulation type garantie d'origine qui ont des biais qui permettent effectivement, en carton vert, en fait, il ne faut pas faire dire à une garantie d'origine ce qu'elle ne veut pas dire. Un consommateur qui a une garantie d'origine énergie renouvelable, il ne consomme pas forcément de l'énergie renouvelable. Quand, je fais une parenthèse, quand vous voyez des pubs, le fournisseur 100% ENR, le fournisseur, il n'est pas 100% ENR. Il n'a pas contractualisé qu'avec des capacités d'énergie renouvelable. Il a des garanties d'origine à un niveau tel qui peut dire que toute sa consommation est couverte par des investissements un peu partout dans le monde, en Europe en particulier, dans les énergies renouvelables. Mais quand vous allumez votre ampoule, ce n'est pas l'énergie renouvelable forcément que vous avez. Je rajouterais quand même quelque chose là-dessus sur les PPA. C'est que les data centers ont une particularité, c'est qu'il leur faut une continuité d'alimentation quasi absolue.
Et ça, il n'y a aucun moyen de production qui le garantit. Que ce soit nucléaire, que ce soit de l'électricité issue de la production charbon ou de la conversion du gaz, que ce soit a fortiori des énergies renouvelables, il n'y a aucun moyen de production qui peut garantir un data center qu'il aura l'électricité H24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc il y a des moyens pour le data center physique de pallier cette variabilité qui sont des moyens de stockage, genre batterie en particulier, mais ça coûte cher. Et donc en pratique, ce qui se passe, c'est que les data centers sont connectés sur le réseau avec éventuellement des générateurs qui consomment du fuel en backup et leur consommation est un tout de ce qu'ils ont contractualisé avec des énergies renouvelables, ce qui tire du réseau qui n'est pas lié à la production effective d'énergie renouvelable, et par ailleurs, ce qu'ils peuvent aussi tirer de tout leur backup très carboné quand il y a des fluctuations de tension, de fréquence, ou même des difficultés sur l'accès au marché pour leur propre consommation. Donc c'est bien qu'il y ait des PPA qui soient stimulés par les investissements dans l'intelligence artificielle, mais il faut bien avoir en tête ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que un data center, il consomme uniquement l'énergie de son panneau solaire qui est sur son toit. Donc on l'a bien compris, les géants du numérique intensifient leur investissement, notamment dans le secteur de l'énergie, afin de sécuriser notamment leur croissance. On rappelle en effet qu'à peu près 30 à 50% des coûts d'exploitation des data centers sont des coûts énergétiques. Et donc, il y a véritablement une stratégie qui est faite pour réduire leurs coûts énergétiques. Peut-être qu'Ophélie, tu peux nous en dire plus et notamment nous parler des risques qu'il peut avoir sur les conflits d'usage. Alors après, il y a encore peu de documentation sur tout ça. Je pense qu'il y en aura de plus en plus des travaux sur les conflits d'usage. Moi, je peux raconter en tout cas ce que j'observe actuellement en Afrique australe. Donc, on en parlera un petit peu plus quand on parlera du Sud global. Mais il y a vraiment un marché en fait qui émerge en Afrique du Sud notamment, qui est vraiment l'un des 3 points nodaux sur le continent, avec la logique énergétique qui est très forte. Et ça pose déjà des questions évidemment sur l'attribution de l'énergie des conflits d'usage territoriaux dans un pays qui, en l'occurrence, fait déjà face à des pénuries d'électricité assez régulières, qui est une énergie extrêmement carbonée, parce que c'est beaucoup de charbon, c'est beaucoup de diesel en Afrique du Sud, malgré les grandes centrales, les grands champs de panneaux solaires qui ont été financés notamment aussi par des GAFAM, mais pas que. C'est tout un ensemble d'entreprises qui investissent en Afrique du Sud dans ce domaine-là. Donc la stratégie pour les acteurs du numérique concernant l'énergie, on la voit en fait, que ce soit les PPA, que ce soit les centrales virtuelles, que ce soit l'investissement par eux-mêmes et pour eux-mêmes dans des centrales nucléaires, dans le fait de redémarrer des centrales nucléaires comme Three Mile Island de la part de Microsoft. Amazon investit aussi dans le nucléaire. Musk investit dans le gaz et l'hydraulique. Et en attendant, il fait fonctionner ça à quoi déjà? Je ne sais plus. Au diesel ou au charbon, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, en tout cas, une énergie pas très propre pour le moment en tout cas. Voilà, donc ils cherchent tous les moyens en fait de répondre à cette problématique-là, parce qu'ils sont tout à fait conscients que derrière, ça a un impact énorme sur la consommation des territoires. Voilà. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. On va avoir des problématiques qui vont être très différentes entre ce qu'on constate aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, avec déjà des conflits d'usage bien établis, ce qui émerge en Europe avec des petits conflits d'usage qui pourraient donc augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un point d'entrée à la transformation numérique africaine. Donc, si vous regardez la ligne, elle est très cohérente. Nos centres de données vont aussi servir à quoi? À pousser la transformation numérique africaine. C'est logique. Et l'envie de ces acteurs aussi de s'implanter, parce que c'est un réseau, donc ils ont besoin de points aussi, comme je vous l'ai dit, de transfert, des carrefours de données, de s'implanter aussi dans des pays qui n'ont pas aujourd'hui de maillage électrique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà à la base des conflits d'usage sur le réseau. Donc ça ne peut que s'intensifier. Voilà. Oui, aujourd'hui en France, je pense qu'il n'y a pas de sujet d'absorber les consommations électriques des 300 data centers qui sont déjà déployés. En revanche, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
l'augmentation des besoins d'électricité liés à l'intelligence artificielle va plus vite que nos capacités de déploiement de nouveaux systèmes de production d'électricité. Et notamment au regard du fait que par ailleurs, on a d'autres usages à électrifier. Donc le conflit d'usage, il n'est pas, en tout cas en France, là tout de suite maintenant, mais il va se voir. Il va se voir. Et puis la question, c'était aussi dans leur stratégie, comment ils peuvent réduire leurs coûts. Il y a deux types de data centers. Il y a ceux qui se refroidissent avec l'électricité et donc de la ventilation. Et puis il y a ceux qui se refroidissent avec l'eau. Ça, c'est un gros facteur d'économie de consommation d'énergie pour un data center, utiliser l'eau. Et du coup, ça génère d'autres conflits d'usage et qui sont, à mon sens, très importants et qui vont l'être en particulier en France. Quand vous regardez la carte de stress hydrique sur le territoire en France métropolitaine, aujourd'hui, c'est déjà tendu en été. Il y a des sécheresses partout. On a déjà des problèmes d'implantation pour du foncier industriel, aujourd'hui en 2025, quand on regarde justement le sujet de l'eau. Et ça, c'est pas censé aller dans le bon sens dans les prochaines années. Donc, on regarde la disponibilité du foncier, on regarde la disponibilité de l'eau. À un moment, il y a un conflit d'usage aussi à court terme, notamment dans un pays comme la France, entre, pour le long terme, l'électrification de la flotte de véhicules, l'intelligence artificielle ou la décarbonation de l'industrie, et dans un terme plus réduit, je pense, la décarbonation des usages industriels existants, et des usages de l'eau comme l'agriculture, comme l'eau pour certaines industries, qui rentrent directement en compétition donc avec les futurs data centers qui sont promis. Peut-être que sur les questions d'eau, tu veux dire un mot, Ophélie? Non, pour le moment, non. Très bien. Alors, quand on vous écoute tous les deux, on a l'impression effectivement qu'il y a une variable importante, c'est celle du prix de l'énergie, qui apparaît effectivement comme une variable de localisation des data centers, c'est-à-dire qu'on va se localiser là où le prix de l'énergie, puisqu'il fait partie des coûts d'exploitation qui sont parmi les plus élevés lorsqu'on exploite un data center, paraît effectivement très, très, très important. Peut-être que vous voulez tous les deux dire un mot sur cette question, notamment par rapport à nos dépendances européennes, vis-à-vis notamment du gaz. Peut-être que Pierre, tu peux commencer ? Pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est vrai que quand un investisseur industriel, mais encore plus un investisseur dans les data centers, vient voir la puissance publique et essaye de discuter sur pourquoi et où je devrais investir, ce qu'on leur vendait, c'était plusieurs choses. Et c'est pas que le prix. Donc le prix, ça compte. Et il se trouve qu'en France, au regard des capacités installées, du fait qu'on a quand même des centrales qui tournent plutôt bien, nucléaires ou pas nucléaires, il y a une capacité, et qu'on avait un mécanisme qui a disparu là, qui va disparaître, mais qu'on appelait l'AREN, de garantie des prix d'achat de l'électricité nucléaire à des niveaux qui sont tout à fait compétitifs. On sait expliquer pourquoi, en venant en France, on a accès à l'électricité en tant qu'industriel ou gros consommateur d'électricité comme un data center, plutôt compétitif. Par ailleurs, il y a des couches de régulation, des incitations fiscales qui existent aujourd'hui pour attirer des grands consommateurs d'électricité comme les aciéristes, ceux qui travaillent, par exemple, le silicium, etc. Mais qui s'appliquent sur les data centers. Mais ce n'est pas le seul argument. Je le disais tout à l'heure, il y a un besoin qui est très fort chez les exploitants de data centers, qui est la continuité d'alimentation, la qualité du réseau, au fond, qui permettent qu'à tout instant, on ait un niveau de service en termes de continuité d'alimentation assez élevé. Et il se trouve qu'en France, on est plutôt bien doté. C'est comme ça qu'on arrive à attirer des investisseurs industriels, et c'est comme ça qu'on arrive à attirer des investisseurs dans des data centers. C'est pas le cas, vous prenez un pays comme l'Allemagne, il y a des congestions électriques de partout en Allemagne, entre le nord et le sud. C'est inhérent à comment ils ont développé leur réseau, comment ils ont développé leur base industrielle plutôt au sud et leur production plutôt au nord. C'est un peu caricatural de dire comme ça, mais la plaque européenne reste interconnectée, mais avec des congestions. Et donc, quand vous avez besoin d'une électricité constante à tout instant, vous regardez ça en tant qu'investisseur, et ça fait partie des éléments d'arbitrage. Et puis, ce que je disais juste avant, ça compte beaucoup aussi. Quelles conditions d'accès au foncier et à quel prix ? Foncier industriel et l'ensemble des réseaux qu'on peut regarder, notamment les réseaux d'eau,
Voilà, donc ça, c'est un ensemble de facteurs qui jouent, qui donc font écho à nos dépendances énergétiques, mais en France peut-être moins que chez nos voisins, en particulier allemands, suisses et belges. La péninsule hispanique, alors je vous aurais dit ça avec plus de force il y a quelques mois avant qu'ils aient un blackout partiel, mais a développé quand même pas mal de renouvelables qui leur permet d'avoir des prix plus compétitifs. Voilà. Après, ça reste une péninsule en termes de système électrique, et donc je suis pas sûr que les événements qu'on a connus il y a quelques semaines facilitent les investissements chez eux des data centers. C'est sûr, et ce qui est très intéressant avec l'électricité, c'est qu'il faut vraiment le considérer comme un réseau aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, un réseau électrique, réseau de communication, hein, ça a commencé en 1830 avec la télégraphie électrique, c'est lié dès le départ en fait. Hein. Il n'y a pas de communication globale ou à distance sans électricité en fait. Hein. Si, par pigeon voyageur, éventuellement, ou la poste, ça fonctionne bien aussi. Mais voilà, donc du coup effectivement, le réseau, je pense qu'on est à une époque où on exploite beaucoup les réseaux électriques. Il ne faut pas oublier qu'il y a les câbles sous-marins de télécommunications, mais il y a aussi les câbles sous-marins d'électricité. Ça permet de faire quoi? Ça permet de distribuer, de transporter de l'électricité. Donc quand on pense à l'électricité, ce n'est pas les mêmes logiques, bien sûr, hein, mais ce n'est pas les mêmes logiques sur tout, c'est-à-dire sur la quantité d'électricité, sur la complexité et la latence hein, de transmission de cette énergie. Mais néanmoins, il faut penser en termes de réseau aussi concernant l'électricité. Et donc, dans ce cadre-là, beaucoup de choses sont permises. Vous pouvez faire venir de l'électricité d'ailleurs. En revanche, vous avez aussi besoin d'électricité locale. Et vous avez besoin donc d'avoir des fournisseurs d'électricité, de collaborer avec des fournisseurs d'électricité partout où vous allez quand même mettre en place des clusters hein, de centres de données au niveau continental. Et donc c'est ça qui est quand même assez intéressant de ce point de vue-là sur le développement actuel au niveau global de ces infrastructures-là. C'est que tout va en parallèle en fait. Si vous étudiez le développement des réseaux au niveau global, étudiez aussi au niveau global, au niveau du numérique, vous devez étudier aussi les réseaux énergétiques. Le développement, les investissements qui sont faits dans le secteur. Et ensuite, concernant le GNL, les US, c'est vrai, ont fait un pari. Enfin, les États-Unis ont fait un pari. Ils ont investi dans le gaz de schiste, qui est une catastrophe au niveau écologique, hein, mais qui, avec la guerre en Russie, leur a clairement accordé un avantage stratégique sur l'Europe, qui a forcé en fait l'Europe à diversifier encore ses approvisionnements, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé complètement l'approvisionnement dans leurs fournisseurs traditionnels, mais ils ont largement augmenté quand même la fourniture en GNL, du coup en gaz de schiste américain, donc au profit des États-Unis, ce qui leur donne du coup forcément une carte complémentaire quand il s'agit de négocier sur tout un tas de sujets. Voilà. Je ne vais pas ressortir l'histoire du gaz contre des données. Je pense que maintenant, ceux qui suivent un petit peu le sujet connaissent déjà l'histoire et je ne veux pas la répéter à chaque fois. Mais voilà, donc du coup, effectivement, ces questions de dépendance, même si on ne peut jamais être indépendant sur tout, il faut avoir à l'esprit ces questions de dépendance en réseau et ces questions de dépendance à des entités qui, à un moment donné, peuvent être puissantes, que ce soit les États ou les entreprises. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression effectivement qu'on va assister de plus en plus à une fracture entre un nord qui sera bien doté de data centers et puis un sud qui effectivement aura peine à attirer les entreprises du fait notamment de la difficulté de leur capacité de production plus restreinte. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots là-dessus sur cette bipolarisation, on va dire, qui est en train de se mettre en place, et puis avec peut-être un focus sur l'Afrique, Ophélie? Alors, franchement, là-dessus, on peut quand même dire qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En fait, il y a une dissociation en termes de cœur technologique. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui cumulent de plus en plus de technologies, qui centralisent de plus en plus de capacités financières et de capacités technologiques. Donc, et clairement, oui, ce sont des entreprises, des empires actuels, hein, que ce soit États-Unis, Chine, les Émirats, qui sont des gros investisseurs, veulent aussi jouer un rôle important en fait en termes d'infrastructures, de centres de données, etc. Bon. Donc ça, on peut dire il y a une sorte, et dans ce cas-là, c'est pas le sud global contre le nord, hein, on voit bien. C'est plutôt une question d'empire. Enfin, voilà, de logique expansionniste, des impérialismes
de manière différente. Hein. On peut parler d'impérialisme en termes d'empire, hein, pas forcément seulement en termes d'impérialisme capitaliste. Bref, il y a plein de... Voilà. Donc là-dessus, oui, il y a des écarts qui se font énormes entre quelques entités puissantes, étatiques et entreprises, et privées, hein, parce qu'il faut les voir comme ça, et les autres, en fait, qui sont soit des partenaires, des passeurs de technologie, des consommateurs, voilà, et parfois les deux. Voilà. En tout cas, et donc du coup, il y a une répartition. Ce qui est intéressant d'observer, c'est la répartition des pouvoirs. Et là-dedans, le Sud global, de manière générale, le monde, enfin voilà, aucun secteur, aucun continent n'est épargné par cette logique-là, par cette logique globale. Si on parle de l'Afrique, clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autant par les acteurs nationaux, voilà, hein, et les entrepreneurs. Voilà, il y a beaucoup de start-up africaines dans plein de pays différents. On peut évidemment parler du Nigeria, du Kenya et de l'Afrique du Sud comme pôle, mais il y en a aussi d'autres. L'Égypte, le Maroc fait des choses super aussi. Enfin voilà. Le Sénégal, il y a des choses très intéressantes aussi au Sénégal. Bref, dans plein de pays africains, il y a beaucoup de choses qui se font. Ils essayent de bouger avec une logique qui d'ailleurs est intéressante, c'est qu'il y a une envie quand même d'indépendance numérique, mais avec cette conscience des énormes dépendances auxquelles ils font face, historiques, économiques, voilà, leur position en fait dans le monde. Et donc c'est compliqué. Mais à côté de ça, et à côté de ça, et ça va de pair en fait, hein, y a énormément d'investissements de l'Union africaine qui repose en fait sur souvent des prêts internationaux, à la Banque mondiale, etc. Les entreprises privées qui vont investir, l'Europe évidemment, les projets européens, les projets chinois, qui investissent dans les infrastructures de réseau, que ce soit terrestre, que ce soit maritime, que ce soit les centres de données, pour construire la transformation numérique, dans lesquels nous, en tant qu'Européens, nous sommes des passeurs. Nous sommes un point de localisation, un point de passage, en termes purement géographiques, et aussi en termes d'acteurs du numérique qui contribuent par leur centre de données aussi à pousser cette transformation numérique. Donc non, aucune zone n'est complètement mise de côté. Maintenant, c'est la place qu'on tient dans cette chaîne de dépendance qui joue sur les capacités, en fait, et disons sur les capacités aussi de résistance et de choix technologiques à l'avenir. Si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas la technologie, vous ne pouvez pas, en fait, tout simplement la concevoir, la décider de son design, décider de la manière, de son architecture, de la manière dont elle va orienter les savoirs, la génération de contenu. On peut parler de l'IA par exemple. Voilà, une IA aujourd'hui est idéologiquement située. Je pense que voilà, on peut le constater si vous comparez ne serait-ce que des IA différentes. Et c'est pas vous qui avez la main dessus si vous n'êtes pas au cœur de la technologie par exemple. Bon, c'est un exemple qui peut se répartir sur l'ensemble des outils qu'on utilise au quotidien, des modes d'information, des médias sociaux, etc. Donc ça crée des grosses distorsions de pouvoir, mais sans épargner en fait des zones de développement infrastructurel aujourd'hui, au contraire. Très brièvement, ces distorsions de pouvoir, en fait, on les voit déjà sur le déploiement des data centers actuellement. Et c'est vrai qu'on voit peu de raisons que les pouvoirs en place ne se renforcent pas aux dépens des zones où le pouvoir n'est pas. Ça, c'est nonobstant le fait qu'en Afrique en particulier, il y a tout un tas d'investissements, notamment chinois, dans tout un tas de réseaux, comme le disait Ophélie. Donc ça nous laisse penser que ça ne sera pas une zone qui sera délaissée complètement des sujets de data center. Mais le sujet, c'est pas tant celui de data center qu'effectivement, je rejoins vraiment Ophélie là-dessus, que celui de où est le pouvoir dans la chaîne de maîtrise des technologies, que ce soit des technologies hardware ou logicielles. Hein. Voilà. Et ça malheureusement, aujourd'hui, c'est situé aux États-Unis et en Chine, et l'Europe est un peu à la traîne là-dessus. Et alors, l'Afrique, on voit mal comment dans les prochaines années, ils rattraperaient leur retard. Quand on parle du Sud global, on ne peut pas passer à côté de deux pays, forcément la Chine, qu'on verra après, et l'Inde. La France avait amorcé un rapprochement avec l'Inde lors du sommet de l'intelligence artificielle de Paris en février dernier. Elle a également, elle avait également par le passé s'était rapprochée de l'Inde sur les questions nucléaires. Est-ce qu'on peut attendre, Pierre, une coopération jumelle, entre guillemets, entre intelligence artificielle et atomes, entre ces deux pays ? Alors, je dirais assez directement que la réponse est non, à mon avis.
parce que donc les négociations dans la zone qu'on appelle Jetapour, où l'État français avec EDF essaye de vendre 6 réacteurs nucléaires de nouvelle génération à l'Inde, sont des négociations extrêmement compliquées, qui durent depuis des années, qui ont des perspectives de débouchés qu'on ne sait pas trop bien qualifier. Et ça pour des raisons très intrinsèques à ce que ça veut dire construire à l'étranger ou faire construire, a fortiori, une centrale nucléaire. C'est vraiment un sujet très spécifique parce que faire construire une centrale nucléaire en Inde, en partie par des Français, en partie par des Indiens, en partie par d'autres puissances, ça implique tout un tas de discussions sur du transfert de technologie, du transfert de risque, de qui paye, combien, à quel moment, etc. Et on rejoint là une complexité qui est celle de la fabrication d'une centrale nucléaire, qui est sans commune mesure avec le sujet des data centers. Donc, s'il y a un lien temporel dans les prochains mois, et je précise pour ne pas paraître trop abrupt dans ma réponse, c'est purement une coïncidence, quoi. Voilà, donc on peut avoir une coopération franco-indienne sur le sujet de l'IA, j'ai pas de doute là-dessus. Il y a des coopérations nucléaires qui tentent tant bien que mal de se déployer, et elles sont incertaines, mais les deux sont pas liés. Si ce n'est que la France a un intérêt plus global géopolitique et économique de se rapprocher de l'Inde, même sur des sujets qui dépassent les sujets purement civils, pour sûr. Bien, dernière question avant de passer la parole à la salle. On se tourne à présent du côté de la Chine qui on l'a vu depuis janvier, est arrivée en tête presque de la course à l'IA avec DeepSeek. Elle rivalise plus ou moins avec OpenAI. Est-ce qu'on peut rapidement revenir un peu sur les politiques chinoises qui lui ont permis de mettre en place toute une industrie derrière qui vise à s'accaparer en quelque sorte de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et à faire en sorte qu'elle ait quelque part le pouvoir en fait sur cette chaîne de valeur qui semble stratégique dans les années à venir? Alors, il y a deux choses beaucoup de choses concernant la Chine, mais je vais juste me concentrer sur deux points, deux angles. Le premier, c'est celui effectivement de la chaîne, du contrôle de la chaîne. Ils ont depuis un certain nombre d'années déjà une logique de stratégie industrielle vraiment de bout à bout, quoi. C'est-à-dire d'indépendance en fait technologique quasi totale, dû au fait qu'ils étaient placés aussi déjà sur des nœuds de production conférés par la mondialisation de la production. Donc la fameuse usine du monde chinoise, ils en ont fait un atout. Et du coup, ils ont investi en fait dans 35 technologies clés. Ils ont choisi, en fait, ils ont fait une énorme étude au niveau national sur quelles sont les technologies sur lesquelles on a le cou coincé, c'est le terme chinois. C'est la traduction littérale chinois. Enfin, c'est en gros le goulot d'étranglement, quoi. Les 35 technologies de goulot d'étranglement. Et ces technologies-là, notamment, il y a la lithographie, sur les semi-conducteurs. Il y avait l'IA, il y avait les logiciels bureautiques. Sur l'IA et sur les logiciels bureautiques, ils ont largement avancé sur ces sujets-là très rapidement. Tout n'est pas parfait, mais ils ont effectivement avancé pour être plus indépendants des États-Unis, auxquels ils étaient très dépendants. Voilà, l'iPhone fonctionnait, était extrêmement diffusé à l'époque. Microsoft, même Google a fait un petit passage. Ils se sont pliés à la politique de censure à l'époque d'ailleurs. Ils ont été très critiqués pour ça. Il faut se souvenir aussi du cheminement. Et aujourd'hui, c'est évidemment plus du tout le cas. Alors je dis pas ça pour dire la Chine c'est super, pas du tout. Je dis juste que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont mis en place et ils avaient les moyens de le faire. Et ensuite, il y a une autre stratégie. Donc ça, c'est la chaîne, disons, maîtrise de toute la chaîne. Et ensuite, il y a le fait de cibler un point nodal. Et là, on peut dire que les Émirats ont le pétrole, les États-Unis ont les services numériques dominants, et la Chine a les terres rares. Et effectivement, ils jouent là-dessus, sur ce nœud de dépendance qui est vraiment vital pour nos modes de vie. Je ne dis pas qu'elle est vitale pour vivre, mais pour nos modes de vie. Et pour nos modes de vie, nos modes de production, effectivement, la Chine a ce levier-là, a cette carte à jouer, extrêmement importante, qu'elle fait peser sur les États-Unis aussi beaucoup, parce que les États-Unis sont extrêmement dépendants d'eux là-dessus, et essayent du coup, en face de cela, de réagir. Ils savent qu'ils sont très forts sur la partie numérique, mais la Chine devient de plus en plus indépendante sur ce sujet-là, et a même coupé une grande partie de ses dépendances majeures.
Voilà. Donc ça, c'est important. Ils ne sont pas coupés d'Internet. Faut pas confondre. C'est pas un intranet, la Chine. C'est un filtrage, avant tout. Et un grand nombre de modérations et de règles légales, restrictives, etc. Et les États-Unis, face à ça, clairement, ont une logique d'embargo qui ne fait qu'alimenter la politique chinoise. Les États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, ils ont coupé à un certain nombre d'époques, en fait, depuis la guerre froide, même un peu avant, ils ont coupé en fait l'accès aux technologies clés à leurs ennemis, dont la Chine, à un moment donné. Et c'est ça qui a poussé beaucoup en fait la politique industrielle chinoise à devenir indépendante et à se couper en fait de la dépendance à l'Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on se retrouve certes avec des conflits entre ces empires, mais aussi d'une certaine manière d'un partage de pouvoir. C'est un peu ce qu'on peut observer aussi dans les discours. C'est-à-dire que plutôt qu'une guerre, on peut plutôt avoir une imbrication win-win, en fait, entre les puissances de ce monde. Et c'est quelque chose, alors je vais revenir sur le continent africain, mais clairement, il y a vraiment un partage là-dessus. C'est-à-dire que les États-Unis sont sur le numérique et les centres de données. Les Chinois sont beaucoup sur le réseau et sur la vidéosurveillance et sur la surveillance minière, etc. Donc il y a déjà une répartition à tel point que sur les grands câbles, en fait, notamment vous regardez tout Africa, c'est une collaboration Meta, China Mobile, MTN. C'est-à-dire en fait que des logiques impérialistes. Meta, les États-Unis, China Mobile, la Chine, et MTN, même si c'est l'Afrique du Sud, mais en fait l'Afrique du Sud a toujours eu un rapport quand même un petit peu impérialiste sur le continent, donc c'est toujours assez... Voilà, c'est très très clair en fait d'observer cela. Donc c'est pas forcément des ennemis en fin de compte, pas surtout en fait. Il y a aussi une lecture qu'on peut faire sur un partage des pouvoirs absolument cohérent et win-win entre ces différentes puissances. Très rapidement, en complément de ce que disait Ophélie, je trouve que ce qu'on a pu observer ces 20 dernières années sur le secteur de l'énergie, et en particulier des énergies renouvelables, c'est certains schémas, certaines doctrines économiques en Chine. Et j'imagine, le futur nous dira si c'est le cas, et qu'on peut les projeter aussi sur le développement des industries de l'intelligence artificielle. On regarde aujourd'hui en France, quand on déploie, en Europe, quand on déploie des éoliennes en mer, par exemple, tout vient pas de Chine, mais de plus en plus. Le mât vient de Chine, les pales, donc les pales qui tournent, un peu d'Europe, un peu de Chine, et les aimants qui sont les systèmes qui convertissent la rotation des pales en électricité viennent de Chine. Il y a 25 ans, le leader mondial de l'éolien était français. C'est des technologies françaises à la base. Quand on regarde le photovoltaïque, c'est un peu la même histoire. Tout ça s'est développé d'abord en Europe, en France, et pour des raisons historiques, politiques, le marché français, le marché européen, c'est pas tellement développé. Et par contre, la Chine a eu un besoin d'énergie renouvelable assez important, et leur stratégie là-dessus, ça a été de récupérer les technologies. Mais c'est bien plus que ça, c'est aussi investir massivement, tout azimut, sur plein de technologies différentes dans le photovoltaïque. Il y a plein de technologies différentes dans le photovoltaïque. Ils ont tout investi en grand sur tous les éléments de la chaîne. Et à la fin, au bout de 10 ans, 15 ans, une fois que certaines technologies ont maturé et pas d'autres, ils se retrouvent dans des situations ultra dominantes sur les technologies, sur les tailles des acteurs, sur les tailles des usines qui sont liées à ces acteurs. Si bien que c'est en termes de pouvoir, ce qu'expliquait Ophélie tout à l'heure, on avait une usine à côté de Lyon, un des derniers fabricants de panneaux. En fait, ils fabriquaient un bout du panneau. Là, ils ont fermé. Ils se retrouvaient dans une situation où, du jour au lendemain, leur fournisseur d'un des éléments du panneau pouvait changer ses spécifications, parce que par ailleurs, ils ont un marché immense au niveau du monde. L'entreprise française se retrouvait dans une situation où soit ils faisaient des investissements comme ça du jour au lendemain pour changer toute leur chaîne, soit ils fermaient. Au bout d'un moment, ils ont fermé. C'est cette histoire de dépendance technologique que la Chine a su très bien manœuvrer, où ils se sont mis en position de force sur toute la chaîne, de l'exploitation des ressources minières, sur lesquelles de base, en géologie, ils ont plutôt des atouts, mais dans le monde, il y a aussi d'autres atouts ailleurs, jusqu'à la fabrication de tous les systèmes, et y compris avec la couche électronique, j'en parlais tout à l'heure sur les onduleurs.
Donc ça, cette technologie qui font qu'aujourd'hui, la Chine est en capacité de déployer des énergies renouvelables massivement et massivement de nourrir le monde de leur technologie, que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, on peut supposer qu'ils vont faire la même chose sur l'intelligence artificielle, avec les jeux de rapport de pouvoir qu'expliciter Ophélie sur qui de la partie software, qui de la partie tels usages. Mais ça, c'est une doctrine économique, ce qu'on a observé sur l'énergie, que je pense qu'on peut observer, mais je suis moins spécialiste dans d'autres secteurs, et j'ai à peu près peu de doute que cette doctrine, elle s'appliquera aussi sur les fabrications de puces électroniques spécialisées pour l'IA, parce que entre une puce pour l'IA et une puce électronique normale, il y a un pas, mais il n'est pas énorme. Et entre une puce pour l'électronique normale et d'autres utilisations des semi-conducteurs, que ce soit dans l'énergie ou dans d'autres domaines, il y a aussi un pas, mais qui n'est pas immense. Donc en fait, au fond, c'est des industries qui aussi se croisent. Les industries de fabrication, hein, des composants en semi-conducteurs ou des composants d'acier dans l'énergie comme ailleurs. Et là où la Chine aujourd'hui industriellement part d'une base plus avancée maintenant que le reste du monde, de fait, ça leur donne un pouvoir supérieur pour être leader sur les technologies d'intelligence artificielle. Très bien, merci à tous les deux. On va passer aux questions à la salle. Est-ce que parmi vous, vous avez envie de poser des questions à nos intervenants? Je constate que depuis un quart d'heure, on est très loin de l'IA, en fait. Hein. C'est plutôt les manœuvres, je dirais, financières mondiales et tous ces trucs-là dont vous parlez, que de l'IA. Alors, deuxième réflexion, il se trouve que, bon, par un hasard total, il se trouve que j'ai étudié l'IA depuis 50 ans. C'est ma thèse de doctorat d'État. J'étais le troisième à la passer en 1970, donc je connais un peu ce que c'est que l'IA. Et quand vous parlez de l'IA, je dirais que ce n'est pas tout à fait l'IA réelle. C'est surtout l'électronique, les réseaux et les machins qui marchent avec de l'électronique et qui sont intelligents, et que ma concierge dit « Ah, c'est intelligent ». Mais ce n'est pas de l'IA. L'IA, c'est autre chose. Et quand je vois des journaux qui parlent de l'IA, qui consomment des térawatts d'énergie, etc., ce n'est pas n'importe quelle IA, c'est l'IA spécifique qui utilise des milliards de bases de données pour s'entraîner. Et là, c'est qu'une partie de l'IA, qu'une partie. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Bien sûr. Bon, alors donc, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Et j'ai vécu pas mal d'années quand même maintenant, mais j'ai vécu un nombre de périodes dans l'histoire technologique, où il y avait des modes. Mais alors les modes, alors là, il y avait une invention quelque part, n'importe où, etc. Puis pouf, il y a la courbe montée, et puis au bout de 10 ans, ça partait comme ça. Mais les discours dans les 5 premières années, c'est exactement ce que j'ai entendu de votre part. C'est ce que je veux dire. Vous me dites que ça va s'éclater à cause de l'IA. Ben non. Et j'ai un argument d'ailleurs qui va contre. Quand vous avez un système complexe, du style EDF, etc., hein, d'accord, qui est complexe et qu'il faut que ça marche. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et c'est compliqué. Et il y a des communications partout, dans tous les sens, etc. Bon. Quand on conçoit ce genre de choses, il faut l'IA. Ça aide à avoir un système qui soit efficace. Et c'est grâce à l'IA qu'on économise de l'argent en optimisant ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, par exemple, il se trouve que là, je vais parler de ma vie, mais il se trouve que je suis à l'Académie de l'air et de l'espace et le président
Est-ce que vous pourriez aller droit au but, s'il vous plaît? Alors, oui. M'a demandé, puisque j'avais fait un bouquin sur l'IA que j'ai sorti il y a 1 an, je peux vous donner les références. Ça, c'est intuition et rationalité. Intuition et rationalité, leur symbiose chez l'humain et la machine. Okay. L'idée, c'est que ce soit l'humain ou la machine, il y a toujours les deux à la fois qui cèdent. Mais bon, vous apprenez ce que c'est que l'IA quand vous pouvez poser votre question, voilà. S'il vous plaît. Il se trouve que j'ai fait un colloque, j'ai provoqué un colloque de l'Académie de l'air et de l'espace puisque c'est air et espace, un colloque sur les apports de l'IA à l'aéronautique, l'espace et la défense. C'était normal. Mon président a dit, tu t'y connais, tu dois le faire. Bon. Quand je fais le bilan de ce que j'ai fait, ça a duré 2 jours, et j'ai fait le résumé que j'ai fini tout à l'heure et que j'ai envoyé à l'Académie, je m'aperçois que, tout en vous écoutant, eh bien, que ce soit pour les avions d'armes ou les satellites, eh bien, il n'y aura pas de consommation de centres de traitement d'informatique dont vous parlez. Ça ne va pas du tout le provoquer. Je suis obligée de vous couper la parole parce que c'est le marché le plus important de l'IA. C'est le marché le plus important de l'IA. Non, mais je pense que vous avez raison sur le fait que oui, monsieur est connaisseur, on lira son livre. Non, mais ce que vous avez dit est juste, et c'était aussi l'intérêt d'avoir le propos liminaire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est qu'au fond, ici, on a un peu les mêmes enjeux que ce qu'on pouvait avoir sur les data centers, mais de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus accélérée. C'est ça le fond du sujet. Après, ici, on traite consommation d'énergie, enjeux géopolitiques et IA. Bien sûr, l'IA, c'est un champ beaucoup plus vaste avec toutes les distinctions que vous mentionnez, sur l'IA à caractère très ciblé, sur un usage bien spécifique et sans doute des logiciels beaucoup plus intelligents. Piloter des avions avec l'IA, ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Mais il y a quand même cette réalité-là aussi. Alors, si ça fait un flop dans 5 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, chacun jugera. Mais en tout cas, pour notre capacité de production d'électricité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, bien sûr, on se place ici dans les conditions qui ont été évoquées au début, que si on tire les traits de ce qui se passe aujourd'hui depuis 5 ans sur l'horizon 2035 et l'horizon 2050, de toute façon, ça pose des questions qu'on ne peut pas ignorer. Et c'était aussi, je pense, le but de ce contrôle de Camille, de ce colloque, de les adresser. Monsieur ? Bonsoir, 2 questions rapides et concrètes. La première, c'est sur la Chine. À la fin de votre intervention, vous avez parlé du fait que la Chine, maintenant, au bout de 10 ans, ils arrivent à gérer toute la chaîne de production des technologies. Est-ce que c'est pas justement la différence concrète, si je peux me permettre, c'est un point de vue, mais j'aimerais bien avoir le vôtre, sur le fait que les élites chinoises pensent à long terme, contrairement à d'autres qui pensent à court terme, voire à très court terme. Parce que s'ils envoient les fruits au bout de 10 ans, c'est que ça a été mis en place. Ça, c'est la question sur la Chine. Et la deuxième, c'était sur le nucléaire. C'est rapide, très rapidement. C'est pour ça, vous avez dit que selon vous, le nucléaire ne permettait pas à long terme, en fait, d'être un apport en énergie. Ça, j'ai pas compris. Moi, je pensais l'inverse. Donc, je voudrais avoir votre avis sur ça. Et toute dernière chose très rapidos. Vous avez parlé de l'IA washing. Est-ce que vous feriez un parallèle avec la taxe carbone? Merci. Je vais peut-être pas parler de la taxe carbone, je te laisserai ça, si tu as envie. Sur la première partie concernant la Chine, attendez, répétez juste la question sur la Chine, je suis désolée, mais je suis pas sûre qu'elle était très précise pour moi. Moi, ce que je me disais, c'est un point de vue, mais c'est pour avoir le vôtre, c'est le fait que, justement, ils arrivent maintenant à gérer toute la chaîne de production des technologies. Donc, mon avis, mon point de vue, c'est que les élites, en tout cas, voient à long terme, et là, ça emporte les fruits. Oui, c'était ça. Contrairement aux nôtres, et notamment à l'Union européenne, et notamment à la France. Merci. Oui. Alors, oui, bon, c'est beaucoup plus facile de mener à coup de baguette l'industrie, les banques nationales, le réseau de banques privées, etc., et les universités de la recherche quand on est une dictature. Ben oui. Voilà. Et pour autant, on n'a pas forcément envie de vivre en dictature. Voilà. Mais bon, voilà, c'est sûr que ça marche à la baguette pour tout un tas de raisons en Chine, malheureusement. Enfin, malheureusement. Voilà, je demanderai le point de vue à des Chinois pour vraiment savoir. Voilà. Donc je vais pas m'exprimer, je vais pas exprimer mon opinion là-dessus, mais simplement, effectivement, ils ont une logique différente.
d'un projet, d'un programme à long terme, qui est là depuis longtemps, et qui remettent à jour tous les 5 ans. C'est un peu ça leur quinquennat, c'est-à-dire qu'ils gardent toujours une ligne continue. Et puis tous les 5 ans, en fait, leur quinquennat, c'est une remise, un ajustement en fait, de la stratégie globale qui avait été déjà définie il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Grosso modo, ils gardent la même ligne. Nous, c'est vrai qu'en Europe, mais pour tout un tas de raisons, système politique, constitution de l'Europe en tant que telle, limites et avantages de l'Union européenne, plein de choses différentes, qui fait qu'on n'est pas du tout dans une même temporalité, on n'est pas du tout dans une même continuité politique, et je dirais que sur les sujets numériques, on a eu aussi des positionnements politiques qui ont fait que tous les 5 ans, tous les 7 ans, puis tous les 5 ans, on a réinventé la stratégie numérique à chaque fois pour ne pas assumer les idées des autres ou pour s'approprier un petit jouet technologique à soi. Ça a fait beaucoup de mal au numérique en Europe et en France. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, on a un vrai problème de stratégie. Et je me dis toujours qu'il y aurait plusieurs choses à faire. Je rajoute ça et puis je laisse la parole à Pierre sur l'autre partie peut-être, qui est qu'en France, on devrait probablement reprendre une forme de stratégie industrielle à long terme, un peu en s'inspirant du modèle Kubernetes, par exemple. C'est ancien, hein, d'accord, hein, mais où on accompagne en fait à maturité un certain nombre d'entreprises ou de réseaux d'entreprises, de métiers en fait, et on les accompagne sur le long terme. C'est pas seulement on se dit allez dans 5 ans vous êtes prêts quoi, parce que ça c'est qu'une logique financière, budgétaire en fait. Non, il faut s'engager en fait. Et ça, c'est vrai que l'État français et voilà, et de manière générale les pays européens, hein, il y a que quelques endroits en Europe où ils arrivent à faire un petit peu cela, et c'est tout un parcours. On n'a pas cette logique-là à long terme. On n'a pas non plus endossé le rôle de chef d'orchestre d'un écosystème. Voilà, ça c'est vraiment un problème aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Je ne reviens pas sur la partie capacité de centralisation de planification chinoise. Sur le nucléaire, non, je pense qu'on s'est mal compris, parce que ce que je disais, c'est que c'était pour mettre en perspective pourquoi il est essentiel de se poser des questions au-delà de l'échéance de fin de cette décennie, plutôt aussi aux horizons 2040-2050. C'est parce que c'est la durée caractéristique pour développer des moyens de production massivement. Que ce soit un nombre suffisamment d'éoliennes, de panneaux solaires pour avoir des quantités d'électricité des mêmes ordres de grandeur de ce dont on parle, ou que ce soit pour la construction de centrales nucléaires. Centrales nucléaires, ça prend une décennie, 2 décennies. Voilà, mais à la fin, il faut produire de l'électricité, quelle que soit la manière. Et dans les choix politiques qui sont faits, certains pays, pas d'autres, font le choix du nucléaire. Et du coup, c'est une composante du mix électrique dont je rappelle qu'il faut déployer beaucoup plus massivement que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Au moins plus de 40% de plus d'électricité dans 25 ans. Et ça, c'est dans les scénarios où on ne se réindustrialise pas massivement. Donc, et c'est sans l'IA. Voilà, donc, quand on regarde les besoins de capacité de production d'électricité, il faut investir, ça coûte, mais ça rejoint aussi notre capacité de planification. Hein. S'il n'y en a pas, si tous les 3 ans, on revient sur les décisions qui sont prises en matière de politique régulatoire sur telle ou telle technologie de production d'électricité, c'est comme ça qu'on stagne. Si ce n'est pire que stagner, revenir en arrière. Hein. Donc oui, la planification elle est essentielle dans l'énergie et elle le sera dans l'IA. Et sur votre dernière question, est-ce que la taxe carbone est du greenwashing ? Non, je pense pas. La taxe carbone, c'est la résultante d'un fait fondamental à mon sens, qui est le problème de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est que le coût carbone d'une activité n'est pas dans le coût de l'activité. Vous achetez de base, si vous achetez n'importe quoi, vous n'allez pas payer le coût carbone, qui est quelque chose de collectivisé. Et du coup, à un moment, les dirigeants se sont dit, les économistes se sont dit, il faut que ce coût carbone devienne une internalisation au coût de ce qu'on produit. Donc on a mis en place des règles au niveau européen, en disant, sur le principe du pollueur-payeur, vous polluez, vous payez, et cet argent sert à développer des choses qui polluent moins. Mais une fois qu'on l'a mis au niveau européen, il faut le mettre au niveau des frontières économiques européennes, sinon on perd notre industrie. Parce que si vous n'avez pas de dispositif d'équilibrage comme ça, des coûts carbone entre les intra-européens et extra-européens, produire de l'acier, ça émet du CO2 encore aujourd'hui. Et ça va, voilà. Et votre acier, s'il est plus cher en Europe
qu'il ne l'est quand il est produit en Chine. Vous fabriquez de l'acier avec l'acier chinois. Enfin, vous fabriquez des pièces avec l'acier chinois. Tout l'automobile, c'est conçu comme ça en Europe depuis 20 ans. Dans l'énergie, c'est pareil. Voilà. Donc la taxe carbone, à mon avis, c'est vraiment autre chose. Hein. Après, tout dépend comment on en fait la publicité, l'honnêteté, etc. Mais c'est un outil intrinsèquement nécessaire pour qu'à un moment, on réalise le concept du pollueur-payeur, sans lequel émettre du CO2, ça coûtera jamais d'argent, et donc on continuera d'émettre du CO2. Peut-être dans la même lignée, on a une question en ligne d'un économiste qui est effectivement, dans quelle mesure est-il pratiquement envisageable de responsabiliser les gros utilisateurs, en particulier par le biais d'une tarification? Parce que je pense que ça rebondit un peu avec... effectivement, je pense sur l'IA. En tout cas, sur IA énergie. Responsabilisation sur les usages. Sur les usages, tout à fait. Je pense que c'est le sens de la question en ligne. Ça met beaucoup de déséquilibre en fait entre les utilisateurs. Mais c'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ce qui peut arriver, c'est l'un des scénarios, c'est-à-dire une inégalité d'accès à la technologie. Ceux qui pourront payer, si on est dans ces logiques de responsabilité, ceux qui pourront payer des éventuelles pénalités ou des tarifs qui montent. Je veux dire, on passe à des modèles aujourd'hui d'abonnement. On se retrouve avec des abonnements mensuels, annuels qui coûtent extrêmement cher pour une entreprise qui voudrait s'équiper en IA générative. Voilà, parce que l'IA est une grande famille. On ne l'a pas dit, mais oui, c'est une grande famille. Mais là, on est beaucoup dans cette question de l'IA générative. Les tarifs montent très vite pour une entreprise. C'est très très cher en fait de s'équiper. Donc il y a déjà une taxe voilà, à l'entrée. Si on rajoute des taxes à l'utilisation, clairement, ça va encore créer une distorsion en fait dans les usages, et on pourrait arriver à un scénario effectivement où de plus en plus l'accès à la technologie devient un luxe. Juste ajouter que quand on se dit qu'une recherche par IA coûte 10 fois plus d'énergie qu'une recherche, n'importe quel moteur de recherche classique, ça veut dire qu'il y a un coût derrière. Et je pense que c'est une grande question de savoir qui paiera ce coût. De même qu'on s'est posé la question, qui paie le coût de la recherche Google ou d'autres moteurs de recherche, pas d'action. Je pense que les réponses font froid dans le dos sur qui paie à la fin. Est-ce que c'est des intérêts privés avec de la pub? Est-ce que c'est des intérêts étatiques avec autre chose que de la pub, des intérêts géopolitiques? C'est pour ça qu'en Europe, il y a des modalités de régulation de la donnée, de protection de la donnée, et c'est pour ça qu'il y a une appétence pour les États à attirer l'investissement dans les data centers sur le territoire européen. Mais une fois qu'on s'est posé cette question à laquelle on n'aura pas de réponse sur qui paie, de fait, si ça coûte plus cher, ensuite les entreprises déploient des stratégies commerciales pour si je comprends bien le sens de la question, qu'à la fin on utilise plutôt l'IA qui est basée sur des data centers européens avec des logiciels plus frugaux qu'une IA qui serait basée sur des data centers extra-européens avec des logiciels moins frugaux. Je pense qu'il y a toujours l'effet autorégulation de vu que ça coûte, ensuite il y a des stratégies pour apparaître plus vert, apparaître plus vertueux vis-à-vis des consommateurs. De là à se poser la question est-ce qu'il faut une taxe, je ne suis pas compétent pour y répondre directement. Et bonsoir, merci pour la présentation. Je crois que l'IRIS est assez fort en prospective. Du coup, j'ai une question pour vous qui touche IA, énergie, sociale et politique. Est-ce que vous voyez d'abord venir des protestations massives dans le monde contre l'IA, ou plutôt des protestations en Chine contre le parti? Alors, c'est marrant de faire le lien entre les deux. Enfin, c'est marrant. Bon, les deux, de toute façon, effectivement, de toute façon, il y a toujours de la résistance. Quand il y a un système fermé et qu'on ne vous laisse pas le choix, il y a toujours de la résistance. Sur l'IA, sur le développement, alors désolé, mais du coup, c'est à chaque fois lié au développement des data centers aujourd'hui. Les deux sont corrélés et c'est normal parce que ça fait système quand même. C'est tout à fait logique. Et donc, il y a beaucoup de manifestations, enfin, il y a de plus en plus de manifestations contre l'implantation des centres de données, pour ce que ça représente en termes de consommation d'eau, d'électricité, ce que ça représente en termes d'occupation du territoire. Sur l'IA en soi, uniquement, pour l'instant, non. Sur l'IA uniquement.
Parce que pour l'instant, voilà, l'IA, c'est un peu comme le cloud. Est-ce que quelqu'un, à part les industriels européens, qui se plaint du cloud ou qui fait des manifestations contre le cloud? Non, on va plutôt se plaindre des infrastructures physiques qui touchent le territoire et qui impactent nos vies, quoi. Donc c'est plutôt là-dessus, oui, qu'on voit des manifestations émerger. Effectivement. Est-ce qu'on a encore des questions en salle? Ouais, on va faire une dernière question et il y aura quelques questions en ligne qu'on prendra rapidement. C'est un questionnement un peu sur le long terme, justement, parce que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers justement des renouvellements de puces de plus en plus récurrents avec les nouvelles technologies. Parce qu'à chaque technologie, on change nos puces, donc on ne peut pas les pérenniser. On va pouvoir non plus facilement les recycler. Donc, du coup, de plus en plus de conséquences, les minerais extraits, on a vu avec les terres rares, notamment en Chine, mais en RDC, il y a les mêmes problématiques. Est-ce que tout ça, justement, c'est pas en fait une vision qu'on a de vouloir s'adapter avec et faire comme on peut faire avec l'IA aujourd'hui, etc. Et on ne se pose pas la question de justement comment on pourrait faire autrement. Je parle de l'IA, mais c'est plus globalement dans un contexte de développement technologique, mais plutôt comment on pourrait faire justement sans forcément aller vers un développement technologique de plus en plus poussé, mais s'arrêter à là où on a et rendre efficient ce qu'on a finalement, qui au final suffit. Quand on a par exemple de l'IA dans un contexte de recherche, il peut y avoir des vrais intérêts. En revanche, pour faire une requête sur ChatGPT pour du génératif, je ne pense pas que ce soit vraiment essentiel et vital. Donc s'il n'y a pas aussi une question d'usage à segmenter et peut-être réguler sans passer par une dictature? Oui, également. Non, en fait, on a un vrai problème là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui a envie qu'on régule ses usages sur Internet ou sur un outil numérique accessible? Voilà. C'est une question très, très compliquée parce que ça touche à notre liberté d'usage. Et ça, toucher à notre liberté d'usage, c'est compliqué. De manière générale, on ne l'accepte pas. Voilà. Maintenant, oui, clairement, il y a des usages qui sont complètement stupides. Il y a peut-être beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer que c'est pas une très très bonne idée et les impacts que ça a justement derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ChatGPT est utilisé pour tout et n'importe quoi, de la génération d'images pour une carte de vœux. Voilà, il y a plein de cartes de vœux. On n'est pas obligé. Pourquoi aller sur ChatGPT pour faire cela? Pour n'importe quel post sur les réseaux sociaux, quoi. Au bout d'un moment, on se dit mais arrêtez de générer des images. On les reconnaît, on voit que c'est fabriqué par une IA générative, c'est cela. Il y a plein de banques d'images qui existent, il y a des archives, allez-y, quoi. Je veux dire, l'État français, excusez-moi, mais qui de son côté génère des vidéos pour la résistance française, pour parler de la résistance française ou pour le vote des femmes. Mais franchement, quoi, pourquoi ils n'ont pas utilisé les images d'archives de l'INA? Ça, c'était stupide comme usage. Et c'est l'État, malheureusement. Donc oui, il y a une vraie pédagogie à faire. Dans tous les métiers, que ce soit des décideurs ou purs simples consommateurs. Maintenant, on ne sera pas dans une dictature des usages, sauf si on se retrouve dans un cas de crise extrême. Voilà, je ne nous l'espère pas. Mais ça va probablement se manifester d'une autre manière. Les tarifs, effectivement, une répartition des offres de plus en plus régulée. C'est-à-dire que pour générer de l'image, il faudra peut-être payer, en fait, plus cher. Il y a tout un tas de choses, à mon avis, qui seront de l'offre commerciale, qui feront de fait une hiérarchisation entre les usages. Dans nos sociétés, en tout cas, où on n'aura pas de dictature des usages a priori. Une dernière question en ligne, Pierre, pour toi. Un auditeur qui s'étonne et qui nous dit 70% des process industriels en France ne sont pas électrifiables. Qu'en dis-tu ? C'est vrai, quand on parle de décarbonation de l'industrie, on parle à la fois d'électrification de certains de ces usages. Il y a des processus qu'on peut changer pour l'électrifier, et puis il y en a d'autres, l'auditeur en question a raison, qui ne sont pas électrifiables. Dans ce cas-là, ça nécessite des progrès technologiques. En particulier, il y a même des processus électrifiés qui produisent du CO2. Et dans ces cas-là, les technologies qui sont en cours de développement, certaines sont disponibles. C'est souvent des technologies de capture du CO2 qui sont produites par les usines. Donc on ne décarbone pas le processus intrinsèque, mais on s'assure qu'en sortie d'usine, il n'y ait pas de CO2. Le CO2, il est capté, il est reliquéfié, et puis, ou pas d'ailleurs, et il passe dans des réseaux jusqu'à aller dans des zones de stockage, par exemple. On peut réutiliser ce CO2 pour en faire autre chose, mais l'idée, c'est électrifier certains usages industriels quand ils peuvent l'être, pas les électrifier, mais avoir d'autres technologies pour les autres. Quand on compile tout ça, ça fait que quand même, il faudrait 100 TWh de plus pour passer de 9 points de PIB à 12 points de PIB de l'industrie en France.
et il faudrait 80 TWh de plus pour électrifier les usages qui sont électrifiables aujourd'hui. Merci à tous, il me semble 20h06, on est presque à l'heure. Merci à tous d'être venus nombreux et puis merci à tous les deux, à Pierre et Ophélie, pour vos réponses. Et puis on reste à disposition si besoin. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.